Donc effectivement, ce poème est important pour moi parce que le fait de dire « je refuse de devenir ce que je ne veux pas devenir » est essentiel dans une vie. Et il est essentiel pour ton âme. Bonjour Steve Moreau, bienvenue sur Tribune Libre. Bonjour. Tu vas bien? On va se tutoyer? Bien sûr. Hein. À force. Ouais, très bien, à force. Ouais. Voilà, vive les artistes libres, les créateurs inspirés par notre époque. Je te reçois pour un nouveau livre qui s'appelle « Pourquoi est-ce que personne ne crie ?» Voilà, pourquoi? C'est une grande question très actuelle. D'abord, pourquoi écrire de la poésie? Écoute, moi je réfléchis pas vraiment à l'avance à ce que je vais faire. Pourquoi je me suis mis à écrire la poésie? D'abord, ça fait des années que j'avais envie et j'osais pas. Je me sentais pas légitime. Je sais pas pourquoi, parce que c'est totalement stupide. Mais étant donné que je suis un garçon qui a pas fait d'études, qui fait des fautes d'orthographe, qui fait des fautes de grammaire, et j'ai quand même écrit 10 bouquins qui ont été publiés. Donc sur la poésie, j'avais un petit peu de mal à me lancer. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais je suis complètement stupide, en fait, j'en ai rien à cirer, quoi. Donc je me suis lancé et c'est incroyable parce que c'est venu d'une traite, quoi. J'ai écrit 50 poèmes. Je crois que dans le livre, il y en a 40. Et je pensais pas du tout que ça allait être publié, que c'était publiable. Et je suis très heureux que ça soit publié parce que ça me touche beaucoup, en fait. Donc je remercie vraiment mon éditeur parce que je m'y attendais pas du tout. L'Harmattan. L'Harmattan, ouais, c'est l'Harmattan qui me suit depuis mes débuts et qui me laisse une grande liberté d'expression, qui m'embête pas vraiment, voilà. Donc c'est vrai que je suis très content d'avoir cette liberté, quoi, parce que c'est quand même ça le plus important. Alors c'est sûr qu'après, en termes de visibilité, c'est toujours plus compliqué, parce qu'il y a des maisons d'édition qui ont plus de moyens que d'autres pour donner de la visibilité aux auteurs. Mais écoute, ça c'est assez secondaire. Ce qui est important, c'est que tu puisses t'exprimer librement. Et comme ça devient de plus en plus dur en France de s'exprimer librement, je trouve que c'est un cadeau de la vie. On est d'accord. Le titre est intriguant et assez beau. Pourquoi personne ne crie? Pourquoi personne ne crie finalement? Vous avez la réponse? Est-ce que quand on crie aujourd'hui, on risque de perdre un œil? Bah tout à fait, mais en fait c'est plutôt un titre généraliste parce qu'il y a plein de gens qui crient. Donc ce qui m'amusait, c'était pas à travers mes poèmes qui sont plutôt des poèmes liés à la société dans laquelle nous vivons pour faire réagir. Je trouve qu'il faut s'adresser à ceux qui ne crient pas, mais surtout à ceux qui dorment. Parce que, comme je l'écris dans un poème, les gens ont le droit de dormir, c'est pas un problème. Chacun a son rythme, chacun a son chemin de vie, mais quand on a un taré ou des tarés qui ont le pied sur l'accélérateur et qui sont en train d'envoyer le bus dans le ravin, on a le devoir de réveiller ceux qui dorment, parce que nous, on est dans le même bus. Dormir, ça veut dire quoi? Vous pourriez donner une définition actuelle? Ouais, dormir, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. Voilà, c'est tout simplement ça. Je pense que le gros problème global dans lequel nous vivons, c'est le manque de conscience de la majorité des êtres humains. Je fais partie des gens qui pensent, et il n'y a absolument aucune prétention de ma part, hein. C'est juste un ressenti. Mon ressenti est que sur la planète Terre, nous sommes actuellement à peu près 8 milliards d'après les chiffres, mais je pense que le chiffre est faux. Et entre, pour moi, 60 et 70% de la population mondiale est ce qu'on appelle une coquille vide. C'est-à-dire qu'on est avec des gens, des êtres humains qui mangent, qui dorment, qui baisent, qui vont au travail, qui consomment, qui vont au cinéma, au théâtre quand ils ont les moyens, qui vivent leur vie tout simplement, et il n'y a pas de mal à ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement nombreux qu'ils empêchent une grande partie d'autres êtres humains d'évoluer. Et on le voit bien, nous sommes dans une société, dans un système où tout est fait à l'envers, tout est vu à l'envers pour que les êtres humains n'évoluent pas. D'où cette médiocrité, cette idiocratie dans laquelle nous vivons. Et je pense que tous ces êtres humains qui sont incarnés, on va dire ces 60%, 70%, qui ne font que vivre, mais qui ne se posent pas plus de questions et qui ne se demandent pas pourquoi ils sont sur Terre, qu'est-ce qu'ils ont à faire sur Terre, c'est quoi leur mission, est-ce qu'ils ont une mission. Si la vie c'est juste manger, dormir, baiser, se reproduire, et ben pour moi je pense qu'il y a un problème.
mais ça me concerne moi, c'est-à-dire que je vois ça comme un problème. Et je pense que ces êtres humains ne se rendent pas compte de cet endormissement, ils ne se rendent pas compte de ce manque de conscience, parce que quand on a une conscience, on a envie qu'on aille vers le haut, on a envie de se dépasser, et se dépasser, je ne parle pas de se dépasser socialement, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste avec soi-même et avec le collectif, avec la collectivité dans laquelle nous vivons. Et je pense que c'est un souci, et que pour les autres, ceux qui ont une conscience ou qui ont envie de développer leur conscience ou qui ont envie d'aller de monter les comment on appelle ça, les degrés ou les niveaux de conscience, et ben ceux-là sont retenus vers le bas par ces 60 ou 70%. Et donc ça te demande un effort supplémentaire et un effort considérable pour lutter contre tout ça. Vous faites allusion au tube digestif dont parle Nicolas Vidal. Ah, je sais pas que Nicolas Vidal parlait de ça. Non, je suis pas au courant. Les moutruches ou les tubes digestifs. Mais il y a de ça, malheureusement. Et c'est vrai que toute la complexité actuelle du combat dans lequel nous sommes, parce que il faut pas se leurrer, tout le monde nous parle d'argent, oui, il y a un problème d'argent, mais on est dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une vraie guerre spirituelle. Nous ne sommes pas dans une guerre de religion, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle, elle est sur tous les plans de conscience. Et c'est là qu'il faut travailler. Et c'est là où les zones d'ombre, ou les ombres travaillent activement. On le voit bien, la manière dont sont gérés les pays. On voit bien le comportement des hommes d'État et de tous les laquais et les collabos qui les entourent. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est de nous maintenir dans une zone d'ombre, avec une chape sur... Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais je pense qu'il y a une grande partie de la population quand même qui se rend compte que nous sommes actuellement dans un pays, la France, qui a une chape de plomb au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'on sent bien que l'énergie est négative, l'énergie est anxiogène, et qu'il faut lutter contre cette énergie, parce que ces gens ont installé cette énergie pour nous maintenir dans des instincts bas et dans des instincts de peur, des instincts d'angoisse. Donc il faut vraiment se battre contre ça, et il faut absolument être dans la joie, dans la gaieté, dans l'envie, parce qu'ils essayent de nous tuer tout ça pour nous maintenir dans un système, bien sûr, à la base et au final de contrôle et de peur, mais il faut vaincre tout ça, parce que sinon on est foutu. Vous dites, ces personnes qui dorment n'ont pas de conscience. Dans la conscience, vous mettez évidemment, j'imagine, la conscience politique, entre autres types de conscience. Est-ce qu'on peut dire que tout est politique et que notamment l'art est politique ? Alors on peut dire que tout est politique, mais moi je ne rebaserais pas ça sur la politique. Qu'on soit de droite, de gauche, d'extrême droite, tout ça c'est des conneries. Enfin, je veux dire, c'est tout un cinéma. Faut savoir qu'on vit dans un théâtre. Ils ont inventé un théâtre dans lequel nous vivons, dans lequel nous évoluons. Et ils nous mettent dans des cases, et ils nous mettent, toi tu vas jouer tel rôle, toi tu vas jouer tel rôle, etc. Et ce théâtre permet de maintenir une illusion de société et une illusion de liberté qu'on n'a pas en fait. Donc moi je baserais pas ça sur la politique, parce que pour moi la politique, effectivement tu as raison, tout est politique, qu'on le veuille ou non, qu'on soit dans la politique ou non, tout est politique, puisqu'on est tous impactés par la politique. Mais moi je vois le niveau de conscience, je vois ça d'une manière beaucoup plus spirituelle, mais surtout d'une manière beaucoup plus philosophique. C'est notre conscience à nous, c'est qui nous sommes, avec qui nous voulons vivre, comment nous voulons vivre. Toutes ces questions sont extrêmement importantes. Et là, il n'y a pas de droite, de gauche. L'autre jour, je me suis pris la tête avec un technicien parce qu'il me disait oui, il faut voter à gauche, machin. Je lui dis mais t'as pas compris que tout ça c'est des conneries. T'as pas compris à 60 ans que tout ça c'est du cinéma. Pendant que t'es en train de dire ça, ils ont gagné parce qu'ils te divisent, parce qu'ils te disent que tu dois être dans ta position de petit mec de gauche, ou ta position de petit mec de droite, ou ta position d'extrême droite. Puis derrière, tu as les médias qui participent à tout ce jeu. Et pendant ce temps-là, tout le monde est séparé. Tout est dilapidé, comme ça, éparse. Et du coup, on se bat pas pour les bonnes questions. Et eux gagnent du temps, et eux avancent. C'est ce que Louis Fouché appelle la schismogenèse. C'est le fait de diviser les gens, effectivement, avec des clivages pro-anti-vax, pro-anti-vie. Mais totalement, mais tout est comme ça aujourd'hui. Gauche, etc. Mais aujourd'hui, la politique, est-ce que c'est pas plutôt libre versus soumis, et souverain sur son corps ou son pays versus mondialiste ? Il y a plein de réponses dans ta question, mais oui, t'as plein de réponses. Moi, j'essaie quand je vois la complexité du monde dans lequel nous vivons, parce que nous sommes dans un monde extrêmement complexe et personne n'a la solution, et c'est très très compliqué. Mais
moi, j'essaie toujours de me rattacher à une position de citoyen, simplement. Et qu'est-ce qu'il constate, le citoyen? Il constate que tout se dégrade autour de lui. Le citoyen constate qu'il a moins en moins de liberté, qu'ils sont de plus en plus en train de te contrôler, qu'ils te mettent des taxes sur la gueule de tous les côtés, qu'ils sont en train de t'enfermer, qu'ils sont en train de décider de ce que tu dois penser, de ce que tu dois dire, de ce que tu dois pas dire, à quoi tu dois avoir accès, à quoi tu ne dois pas avoir accès. Donc, il y a un moment donné, ton niveau de conscience, il est obligé de te dire, les faits sont là. Qu'on soit de droite, de gauche, de toutes ces conneries, les faits sont là. Les faits sont en train de te montrer tous les jours que tout ça se dégrade autour de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis le Covid, depuis toute l'arnaque du Covid, ça a réveillé des millions de gens, voire même des milliards de gens. Donc, si tu veux, avant, il y avait une espèce de tout le monde arrivait plus ou moins à s'en sortir parce qu'ils arrivaient à cacher leur jeu et ils arrivaient à nous maintenir dans des situations où tout le monde arrivait à s'en sortir, plus ou moins. Tu vois, tant que tu donnes un petit peu à bouffer à tout le monde, tu donnes un peu d'acédique, tu donnes un petit peu de RSA, tu donnes un petit peu de subventions aux artistes, tu donnes un petit peu, voilà, tu continues de diviser, mais d'une façon gentillette, tu vois. Mais depuis tout a changé parce que tout est en train de se durcir. Donc là, comme tout est en train de se durcir et qu'ils sont en train de durcir parce qu'ils voient qu'ils perdent le monopole du récit, eh ben, les choses sont en train de changer d'une manière considérable. Selon toi, le Covid, c'était la psyop de trop? Ça a été, je pense, la clé de contact. Ouais. Ça a été la clé de contact pour des millions de gens. Et puis, tu sais, c'est comme les gens qui font des hypnoses, d'un seul coup, pour te sortir de l'hypnose, il y a un claquement de doigts. Et le Covid, ça a été un claquement de doigts pour des millions de gens. Et je trouve que tout ça est une bonne nouvelle, même si le passage est extrêmement compliqué. Avant d'en revenir au livre, justement, j'en profite pour te poser la question qui est d'actualité. Qu'est-ce que tu penses de cette volonté d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, toi qui es papa? Alors moi, je suis papa, mais je suis mort de rire, parce que ça n'a rien à voir avec les gosses. Attends, on est dirigé, les 3/4 des mecs, ils n'ont pas de gosses. Ils adorent les gosses. Alors, ils adorent les gosses pour quand il faut réagir sur tout ça, mais par contre, sur la pédophilie, il se passe pas grand-chose. Sur il y en a qui vendent l'éducation sur les réseaux. Il y en a qui vendent, bien sûr, mais l'éducation, elle est en train de se casser la gueule de tous les côtés. Les mecs, là, il y a personne pour réagir ou faire un peu de poudre de parlimpinpin. Non, tout ça, c'est pas du tout adressé aux gamins, cette histoire. C'est adressé aux adultes. C'est-à-dire que petit à petit, on rentre dans nos vies pour nous contrôler, encore une fois, de plus en plus. Mais parce que, tout simplement, la bonne nouvelle dans tout ça, mais bien sûr qu'il y a des excès pour les enfants. Bien sûr que moi je suis papa et que ma gamine et que mon gamin avec ma femme, on fait attention au réseau, on fait attention. Mais bien sûr, c'est aux parents pas à l'État. Mais c'est aux parents de gérer l'éducation de leurs gosses. C'est pas l'État de s'insinuer dans l'éducation de tes enfants. En plus, on est dirigé par les 3/4 des mecs, ils ont pas de gamins. Mais comment tu peux Mais c'est à mourir de rire en fait tout ça. Mais on le voit bien. En plus, ça arrive au moment où on voit que des révélations arrivent de tous les côtés et qui maîtrisent plus du tout le contrôle de l'information. Donc, comme les médias sont en train de perdre le pouvoir, il faut bien trouver des contre-pouvoirs. Non, mais tout ça est un ridicule absolu, mais ils n'y arriveront pas, c'est impossible. Est-ce que c'est la clé d'entrée du crédit social, selon toi? La clé d'entrée du crédit social, elle a démarré il y a déjà très longtemps, elle a commencé avec le permis de conduire. Ça, c'était la première fois qu'on avait quand même des points contre un papier. Après, il y a eu le Covid, c'est-à-dire qu'ils l'ont commencé, en plus, c'est des faits, c'est Davos le dit. Ça a été une psy-op pour justement voir jusqu'où on pouvait aller sur le contrôle des populations mondiales. Et c'est Davos qui le dit, c'est dans leur communiqué de presse, dans leur résumé, donc on ne l'invente pas. Et ensuite, le pass sanitaire et le pass vaccinal ont commencé à installer dans la tête des gens le contrôle et le crédit social. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est rajouté? Comme il y avait une soi-disant épidémie, il fallait pas toucher l'argent, il fallait pas toucher les choses, donc on a développé l'argent numérique à travers le paiement du téléphone, avec toutes ces choses-là, et petit à petit, il y a de moins en moins de gens qui payent avec du cash. Heureusement, il paraît que c'est pas si vrai que ça et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se remettre aux espèces, et heureusement. Et petit à petit, on est en train de te conditionner à te dire attention, au début, il fallait pas toucher l'argent parce que tu pouvais choper le Covid. Donc, hop, grâce au téléphone, au numérique, maintenant, terminé, on est en train de te résoudre ton problème. Et après, on te fait croire que c'est pour la sécurité, pour lutter contre le narcotrafic. Mais t'es mort de rire parce que les narcotrafiquants, ils ont toujours 20 ans d'avance sur les États concernant concernant comment contourner les règlements et comment contourner les problèmes pour pas se faire gauler. Donc tout ça est
absolument une arnaque pour absolument nous contrôler de A à Z. Et le crédit social est en train de s'installer en France. Tu vas à la poste, on te demande ton identité numérique. Il faut absolument que les gens se réveillent là-dessus, parce qu'il y a des gens qui sont réveillés, pas de problème, mais que la majorité se réveille, qu'ils arrêtent d'acheter un pain au chocolat avec un téléphone portable, parce qu'ils ne savent même pas dans quoi ils sont en train de mettre le doigt dans l'engrenage. Ils se rendent même pas compte de ce qui va leur arriver dans 10 ans. Parce que on aura beau passer pour des connards de tous les noms qu'on veut, qu'on nous traite à longueur de journée, le jour où il y aura plus d'espèces, on n'aura plus aucune liberté sur absolument rien. C'est clair. Si les gens comprennent pas ça, on peut plus rien faire pour eux. C'est terminé. Donc les gouvernements créent de nouvelles normes graduellement. Mais totalement. Là, ce qui se passe, c'est que effectivement, comme il y a quand même un réveil global mondial, ce réveil global, c'est comme un tsunami. Tu sais, au début, il est lent, puis d'un seul coup, il va être de plus en plus rapide et de plus en plus gros. Donc, on est dans la phase où il se développe. Voilà. Eux vont 10 fois plus vite que nous parce que, si tu veux, entre pourris, ça fait très longtemps qu'ils se sont associés et ils peuvent pas se lâcher. Donc, comme ils peuvent pas se lâcher, ils sont tous soudés. Et il faut qu'ils se soudent parce qu'ils se disent, s'il y en a un qui tombe, moi, je vais tomber avec. Donc, les mecs, c'est des Ferrari là, ils vont vite. Mais comme ils vont de plus en plus vite, ils font de plus en plus d'erreurs. Et comme ils font de plus en plus d'erreurs, ces erreurs se voient de plus en plus. Aujourd'hui, de ne pas voir ce qui est en train de se mettre en place, je veux dire, tu vis sur une autre planète, quoi. Les dossiers Epstein qui sortent et qui sont quand même extrêmement parlants, enfin je veux dire, il faut aller vraiment se renseigner, hein. J'invite tout le monde à aller voir ce qu'il y a dedans. Ce sont des mails, hein, ils sont pas tellement relayés par les médias subventionnés finalement. Ben non, parce que je pense que c'est cette affaire Epstein, et bon, ça fait des années qu'on le sait, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire que je pense que il y a quoi, 3 millions de documents, on parle, si tout sortait vraiment, si tous les noms sortaient vraiment, je pense que l'échiquier mondial, il tombe. Donc là, on se retrouve avec un tsunami mondial monstrueux. Quels vont être les impacts sur tous les peuples, sur tous les gens, etc. Je ne le sais pas, je suis pas devin, je peux pas deviner ce qui va se passer. Mais c'est une très très bonne nouvelle que tout ça sorte. Maintenant, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il faut absolument que tous les gens qui sont concernés par ces atrocités, qui ont fait des atrocités sur des enfants, c'est impardonnable. Tous ces gens-là doivent être jugés et mis en prison et doivent être destitués de tout ce qu'ils ont. C'est pas possible. Quand on touche aux enfants, c'est une horreur absolue. Pour en revenir à ton livre, Pourquoi personne ne crie, qui est ce Daniel? À qui il est dédicacé? Daniel, c'était mon meilleur ami qui est mort il y a 3 ans d'un cancer. Moi, je peux le dire, il est mort du vaccin, du vaccin, de la thérapie génique de merde, là, puisqu'il allait très bien, et puis qu'une fois qu'il a fait ses 3 doses, il est parti en 1 an. Donc, et que moi j'ai suivi l'affaire de A à Z, que je le connaissais depuis 15 ans, donc je connaissais tous ses antécédents médicaux, je savais qu'il avait déjà eu un cancer. C'était un ami très proche de moi, que j'aimais vraiment beaucoup. On a fait beaucoup d'aventures cinématographiques ensemble, on avait une vraie passion du cinéma ensemble. C'était un monsieur qui respectait les gens, qui aimait les gens, qui a été un excellent directeur de production, et il adorait les poètes. Il adorait Pasolini, il adorait tous ces gens-là, Tarkovsky, tout ça. Donc c'était vraiment un monsieur élitiste dans le cinéma. Et quand j'ai écrit mon premier livre de poèmes, je me suis dit, je peux que le dédier à lui parce que il aurait été tellement content et fier que j'écrive ce livre. Voilà. Après, on n'était pas d'accord sur plein de sujets. Lui croyait en la médecine moderne, dure comme fer. Moi, j'y crois pas beaucoup. On avait des points de diversion comme ça sur des sujets, mais ça n'empêchait pas qu'on s'appréciait. Et c'est là la richesse de l'homme, et c'est là la richesse de l'humanité, c'est de ne pas être d'accord, mais de pouvoir se respecter, de se comprendre et d'essayer de comprendre l'autre et pourquoi il voit les choses comme ça. Et souvent, c'est lié à une éducation, souvent c'est lié à un parcours de vie, souvent c'est lié à des peurs, souvent c'est lié à plein de choses. Donc on est tous différents, faut pas oublier que on se bat tous contre quelque chose. Quand je dis ça, c'est qu'on a tous soit des problèmes à résoudre, soit des traumas, donc chaque être humain sur Terre est là pour apprendre, et il faut qu'on arrive à comprendre l'autre sans forcément le traiter de tous les noms quand on n'est pas d'accord avec lui. D'ailleurs, ces débats contradictoires ont quand même disparu des médias subventionnés. Aujourd'hui, on est dans un pays où si t'es pas d'accord avec ce que dit le gouvernement ou t'es pas d'accord avec ce qui se dit dans les médias, tu n'as plus le droit d'exister. Ce qui est complètement hallucinant. Et rien que ça devrait réveiller tout le monde.
Bah non, ça réveille pas tout le monde. Au contraire, la majorité se dit, bah je vais dire comme ce que disent les médias et je vais dire comme ce que dit le gouvernement. Comme ça, je rentre bien dans le moule, je ferme ma gueule, je me soumets à tout ce qui se dit et je n'ai pas de problème dans ma vie. Or, le problème, c'est que quand on règle pas les problèmes immédiatement dans sa vie, les problèmes reviennent dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Et on peut avoir une carrière comme ça. Ah, on peut avoir des belles carrières même. Pourquoi personne ne crie ? C'est un ensemble de poèmes avec des vers très courts. Ça claque, comme les talons d'une femme sur le bitume d'un État totalitaire. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ah bah, c'est un beau compliment, oui. Moi, j'essaye que à mon humble niveau, ce qui me plaît, c'est d'être sans filtre. J'essaye d'être vrai, quoi. C'est-à-dire que j'essaye de dire les choses telles qu'elles sont, d'employer des phrases simples, des mots simples. J'ai envie que les mots mordent pour essayer de faire réagir. Voilà, c'est tout simple. Ma façon d'agir en tant que citoyen, c'est de faire des films, d'écrire des livres, qui soient vus, qui soient lus, pas vus, pas lus. Je fais mon rôle. Mon rôle, il est là, moi. J'essaye d'informer comme je peux autour de moi. Voilà, j'essaye d'agir dans mon comportement de tous les jours aussi dans la vie. C'est ça être citoyen et c'est ça, pour moi, être en éveil, être en conscience. Tu l'as payé cher dans le milieu du cinéma, où tu as eu une belle carrière, hein, sans forcément être un réalisateur ultra connu. On est d'accord. Tu as eu une belle carrière avec ce qu'on appelle des grands noms du cinéma. Mais finalement, avoir des positions comme ça à contre-courant, ça se paye. Je sais pas si on le paye, j'en sais rien. Payer quoi Si tu bases ta vie sur la réussite financière, si tu bases ta vie sur la réussite sociale, qu'est-ce que les autres pensent de moi, comment les autres me voient. Moi, c'est des sujets qui ne m'intéressent absolument pas. Parce que ce que les gens pensent de toi, tu n'as aucune prise là-dessus, donc ça n'a aucun intérêt. Moi, j'essaie d'avoir un intérêt sur ce que j'arrive à maîtriser, ce que j'arrive à faire. J'essaie d'être un homme d'action. J'essaie de mettre en place des choses, de faire des choses, quel que soit le résultat, quel que soit l'impact qu'elles vont avoir. Finalement, ça, c'est secondaire. Mais moi, par rapport à mon chemin de vie me guide vers ça, et j'essaie d'évoluer comme ça, avec des rencontres qui arrivent sur ce chemin de vie. Elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, mais elles te construisent. Et c'est ça qui m'importe, en fait. Enfin, je te dirais même que là, je tourne un documentaire depuis 1 an et demi. Je suis dans la joie totale de faire ce documentaire. Est-ce qu'il va plaire? Est-ce qu'il va être aimé? Est-ce qu'il va être vu ou pas? Je te dirais que finalement, c'est secondaire. Alors bien sûr, pour qu'on continue, on a besoin d'argent. Donc cet argent pour pouvoir remettre dans un film, etc., etc. Mais c'est pas ma priorité. Donc j'ai réussi, j'ai cette chance d'être détaché de ça, d'être détaché du regard qu'ont les autres sur moi, de ce qu'ils pensent de moi, est-ce qu'ils m'aiment ou pas. En fait, ça n'a aucun impact sur moi. Donc moi, je fais, j'avance, et c'est la seule chose qui m'importe. Tu veux dire 2 mots sur ton film, sur les Pixies, justement, qui te tient à cœur et que tu réalises actuellement ? Non, j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment parce que j'ai presque à la fin du tournage et puis c'est beaucoup plus long que je ne l'avais imaginé, c'est chose rare. Je me trompe rarement sur la durée des tournages, mais là, je suis dans les choux total. Mais c'est un tel bonheur que j'ai pas envie que ça s'arrête, donc voilà. Derrière toi, il y a la fusée de Tintin, on a marché sur la Lune. Bon, je ne commenterai pas ça, bien sûr, c'est complotiste d'en parler, mais tu es resté un grand enfant aussi. C'est important, évidemment. Et tu es à la fois un grand enfant avec une imagination assez riche. Bon, ça, c'est un peu tarte à la crème que de dire ça. Tu es aussi un esthète. Et il y a un poème qui s'appelle « Mes yeux souffrent ». L'esthète que tu es souffre dans cette époque ? Oh bah totalement. Bah oui, mais oui, parce que ils ont réussi à faire accepter l'inacceptable dans l'horreur. C'est-à-dire que si tu regardes attentivement les villes dans lesquelles tu vis, moi je me déplace beaucoup en tournage en province et autres, et bon, nous on habite Paris, on est à Paris, mais tu le vois bien qu'ils sont en train de tout détruire. Enfin, je veux dire, tu vois la gueule des gares, ça devient inhumain. Les mecs, tu peux même plus t'asseoir correctement parce que tout est fait pour qu'il n'y ait pas un SDF qui s'allonge sur un banc. Tu regardes, tout est en gris. Tout est noir, tout est triste. Donc tout ce mobilier urbain mis en place, on voit bien que ça participe aussi. Il y a de moins en moins de couleurs. Tu regardes les bagnoles dans la rue, tu as de plus en plus de voitures grises, noires, blanches. Donc tu as de moins en moins de couleurs, tu as de moins en moins de couleurs qui se répandent. Et effectivement, moi je fais beaucoup de photos en argentique.
Et je vois bien, en me promenant avec mon Leica à longueur de temps, je vois bien l'horreur qui est en train de s'installer en France. Et ça n'a pas l'air de choquer les gens. Les 3/4 des gens n'en ont rien à cirer. C'est-à-dire que tu vois, tu regardes, attends, parce que nous on habite Paris et encore de ce côté-là on est encore gâté, c'est-à-dire qu'on est dans une ville qui est encore très très belle, parce que les monuments anciens sont très très beaux. Je parlerai pas des monuments modernes, je te parle des monuments anciens sont très très beaux. Haussmann il a fait quand même un boulot colossal et heureusement on a encore ça. Mais si tu regardes globalement tous les nouveaux écoquartiers, je veux dire, mais qui a envie de vivre là-dedans? Ça ressemble à rien. Tous ressemblent. Alors peut-être qu'à l'intérieur c'est confortable, mais confortable pendant combien de temps? 10 ans, 15 ans? Est-ce que ça va pas tomber en ruine dans 15 ans? Parce je vois bien moi, dans les endroits où je connais des gens qui y habitent, c'est tout en train de tomber en lambeaux. Donc en fait, on est dans une société où de plus en plus de choses sont laides, et je suis le premier malheureux à le dire, puisque moi j'aime les belles choses, les gens s'habillent quand même de plus en plus mal, si tu regardes bien dans la rue. Et je te dis, on habite Paris, moi je vois quand même encore des femmes qui s'habillent bien, des hommes qui s'habillent bien, mais globalement on voit bien qu'il y a un laisser-aller de plus en plus global, mais ça s'est voulu. Moi je lutte même contre mes gamins pour pas qu'ils aillent à l'école en survêt, tu vois. Tu regardes les gamines, moi je les regarde dans la rue, elles sont habillées avec je le sais parce que j'ai une gamine de 15 ans, donc elles veulent des blousons noirs ou des jeans gris, des pompes, c'est plus des chaussures, c'est des chaussons. On a laissé, moi je le vois en tant qu'artiste, en tant que photographe à mon niveau, oui on a un vrai souci. On a un vrai souci. Regarde les bagnoles, la plupart des bagnoles qui sortent aujourd'hui se ressemblent toutes. Mais tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié à des études de marché. Donc on fait des études de marché. Et ces études de marché, elles disent quoi? Pour pouvoir exister aujourd'hui ou pour pouvoir penser que ça va se vendre, il faut que tout se ressemble. Et tout se ressemble. Et du coup, comme il n'y a plus d'originalité, qu'on n'écoute plus des artistes, qu'on n'écoute plus des gens visionnaires, et ben on se retrouve dans une société où tout est à l'identique. Et le fait de nous habituer peu à peu à la laideur, est-ce pas une manière un peu détournée de nous déprimer? Mais totalement, mais tout ça est voulu. Enfin, je te l'avais déjà dit d'ailleurs, c'est un puzzle géant. Chaque pièce correspond à quelque chose qu'ils installent. Et malheureusement, comment faire réagir les gens à ça? Comment leur faire voir ça? C'est ça le plus difficile. Parce qu'il y a un moment donné, tu ne le vois même plus, tu sors plus de chez toi, là aussi tout est installé pour que tu ne sortes plus de chez toi, on te livre. Tu aimes faire voir le beau, tu es chef opérateur pour le cinéma. C'est un des postes les plus importants sur un plateau, c'est ce qu'on appelle la photographie. Donc tu es sensible aux moindres détails, tu as l'œil affûté, tu es sensible au beau, et puis le visuel, c'est la forme et c'est le fond aussi. Oui, alors moi je suis pas chef opérateur de cinéma, puisque pour être chef opérateur de cinéma, il faut avoir beaucoup de talent, et moi j'ai pas du tout ce talent. Donc moi je suis chef opérateur sur des documentaires, des choses comme ça. C'est déjà bien. En plus de mes métiers de monteur, de réalisateur, voilà, moi je fais plein de choses. Sur tes projets à toi. Moi je suis chef opérateur sur mes projets, je prends aussi des chefs opérateurs, mais moi je fais pas de cinéma, de chef opérateur dans le cinéma. Non, en plus c'est pas du tout mon métier. Mais oui, non, moi je suis totalement là-dedans. Pourquoi j'aime les beaux quartiers, pourquoi j'aime les belles choses, les beaux objets et tout, c'est parce que ça respire une âme, ça dégage quelque chose. Il y a eu des artistes qui ont créé ça. Regarde l'architecture, mais sans déconner quoi. Mais les architectes aujourd'hui, il faudrait les obliger à vivre dans quoi ils construisent, dans quoi ils conçoivent. Alors je suis d'accord, ils ont des normes, ils ont des problèmes écologiques, des normes écologiques, des normes économiques, des normes. Enfin, aujourd'hui, tu deviens cinglé tellement il y a de normes pour faire les choses. Donc je comprends la complexité du problème dans lequel nous sommes. Mais quand même, on est en train de perdre la beauté, on est en train de perdre le beau. Alors peut-être que je suis un vieux ringard qui aime les films d'Hitchcock avec Grace Kelly habillée avec des belles robes, mais putain, mais ça manque. Moi, ça me manque. Mais ça n'a pas l'air de choquer les gens. Non, c'est, je sais pas. Écoute. Et je le vois aussi dans le choix des succès photographiques, cinématographiques et autres. Il n'y a pas beaucoup de beau. Hein. Tu vas à la FIAC? Non. Il y a longtemps que je vais plus là-dedans. Tout ça, il y a longtemps que j'y vais plus dans tous ces trucs. Et il y a un poème qui s'intitule « Où est la sortie de secours ?» Je te pose la question. La sortie de secours, pour moi, elle est avec soi-même.
Bien sûr, on fait un constat sociétal, on fait un constat parce qu'on est tous la société, c'est nous qui la construisons la société ou qui la déconstruisons. Mais moi je pense que la liberté, la joie de vivre, les envies, toutes ces choses-là sont en soi. Donc on l'a ou on l'a pas, on le développe pas, ou on a envie de le développer ou pas de le développer. C'est sûr que quand je fais un constat comme ça, je regarde, je dis, les gens ils vont me dire mais ce mec est assez négatif. Mais pas du tout, moi je me sers du négatif pour le rendre positif. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui pensent que l'avenir va être extrêmement positif. Mais le passage il est compliqué, le passage il est très dur, mais c'est normal parce que moi, pendant des années, j'ai cru qu'on allait pouvoir échapper à une sorte d'effondrement, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est un nom assez global. Mais on n'a pas le choix de passer par cette étape pour justement réveiller les consciences et justement réveiller les gens et justement prendre conscience de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas. Voilà, donc on est obligé de passer par cette étape. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'on allait y échapper. Non, on n'y échappera pas. On y est. C'est un moteur créatif ? Pour moi, c'est un moteur, oui, c'est un moteur créatif. Bah, à la preuve, regarde, j'ai écrit ce livre de poèmes qui parle quand même beaucoup de ces sujets. C'est un moteur humain, c'est un moteur collectif, c'est un moteur à tous les niveaux pour moi. Ouais, bien sûr. Dans le livre, tu dis « J'ai voulu être ce jeune homme ». Quel jeune homme ? Bah, j'ai voulu être ce jeune homme, oui, c'est un joli texte ça. J'ai voulu être ce jeune homme, quand on arrive à 20 ans dans la vie, on a envie de changer le monde, on a envie on croit dans les gens, on croit dans la collectivité, on croit que les gens de 50 ans ou de 40 ans sont des gens qui vous veulent du bien, qu'on voulu construire la société, qui ont été là pour des bonnes raisons. Et puis en vieillissant, on découvre que c'est pas reluisant du tout la plupart des êtres humains. C'est-à-dire que beaucoup se sont couchés pour accepter l'humiliation, beaucoup ont décidé de se taire, beaucoup ont décidé de se cacher. Et quand on prend conscience de tout ça, et je dis ça, ça n'a rien à voir avec le statut social, ça n'a rien à voir avec les valeurs matérielles, etc., etc. Parce que ça, on le constate dans toutes les couches de la population. On le constate aussi bien chez les gens très riches, chez les artistes qui ont réussi. Il y a plein d'artistes qui ont réussi, qui sont richissimes, qui sont très connus mondialement et qui se couchent comme des merdes, qui sont complètement au service du système. Et quand je dis au service du système, c'est d'un système qui n'est pas forcément reluisant, parce qu'il y a des systèmes, bien sûr, on évolue tous dans des systèmes. Hein. Mais oui, il y a des artistes qui ont complètement joué le jeu justement d'endormir les populations à travers le divertissement. On leur a donné un rôle, on leur a dit « Ok, pour toi c'est open bar, t'as besoin de combien ? 50, 100 millions de dollars pour faire des films ? Pas de problème, mais voilà la mission. » Tu m'endors tout le monde. Alors, je caricature, mais je pense qu'il y a quand même de ça. Le cinéma, c'est ce qu'on appelle le soft power. Oui. Et si on y met autant d'argent, c'est que ça doit avoir vraiment une influence sur les cerveaux. Bah totalement. Le cinéma, faut pas oublier que ça a été une propagande pendant des décennies. La propagande des cow-boys sur les Indiens, je veux dire. La cigarette. La cigarette, tous ces médecins dans les années 60 qui disaient les mecs c'est cool, les acteurs qui étaient payés pour dire que la cigarette c'est génial. On disait même que pour les femmes enceintes. On a les mêmes aujourd'hui qui disent c'est génial les vaccins, allez-y les gars, sans aucun problème. Les mecs qui connaissaient que dalle. Hein. Donc tu vas aller écouter un mec qui connaît que dalle qui va venir te donner une leçon sur ta santé. Bah non, en fait. Donc tu vois, oui, tout le monde a participé, enfin tout le monde, une grande partie a toujours participé à la propagande. Après, on a eu la propagande télévisuelle, la propagande médiatique. Faut jamais oublier que à la télévision, il y a des choses incroyables, mais globalement, tu regardes quoi ? Tu regardes un programme. On te programme. Faut pas oublier que quand on était... Une chaîne, ça enchaîne. Une chaîne, ça enchaîne. Et quand on était jeune, on regardait la messe du 20h. Tu te souviens de ça ? Oui. On nous disait, il faut regarder la messe du 20h. Tout est dit dans ces éléments de langage. La télévision, c'est hypnotique. La télévision. Oui. Voilà, donc tu vois, il faut tous ces mots. Hein, et quand tu vois la novlangue qui est en train d'être développée par les gens qui sont actuellement au pouvoir, on voit bien comment tout est téléguidé dans les mots. Ils ont des conseils en ingénierie sociale comme totalement, tous. Des cabinets assez puissants comme McKinsey où il y a quand même des gens qui savent. Je pense que tout ça, c'est juste, même en plus, pour moi,
C'est même les gens qui ont vraiment le pouvoir de toute façon, ou qui donnent les vraies directives, ils sont dans l'ombre, on n'en parle pas de ces gens-là. Il y a aussi autre chose qui t'énerve, c'est, comme dit un titre d'un des poèmes du livre, ça t'énerve quand ça pleurniche sec. Ah oui, parce qu'on est dans un monde qui pleurniche, ça pleurniche de tous les côtés. Oui, j'ai fait un poème là-dessus. Ça pleurniche chez le commerçant du coin, ça pleurniche à droite à gauche, ça pleurniche, et là, ça commente sur les. Moi, je regarde beaucoup les réseaux à droite à gauche, ça commente. Alors, ça commente le commentaire du commentaire du commentaire. Et puis tout le monde perd son temps là-dedans. Puis ça commente encore parce que l'autre a dit ça, alors l'autre. Et puis au final, qu'est-ce qui se passe vraiment? Rien. Donc, c'est une façon de divertir les gens. Tout le monde pleurniche, mais il y a un moment donné, si vous voulez arrêter de pleurnicher, va falloir malheureusement sortir les doigts du cul, quoi. Et si on sort les doigts du cul, va falloir passer par des moments indélicats dans nos vies à toutes et à tous. Mais je vais dire, s'il n'y a pas un réveil global, une mise en action globale, je veux dire, les autres, ils vont continuer à nous... Tu sais, actuellement, on a la tête sur le bitume, puis c'est des mocassins à glands qui nous écrasent la gueule sur le bitume. Puis un jour, ça sera plus des mocassins à glands. Mais ça sera trop tard. Des bottes. Donc je pense que, et c'est pour ça que moi j'ai énormément de respect pour tous les gens qui agissent, qu'on soit d'accord avec eux, pas d'accord, qu'ils fassent bien, mal, tout le monde est maladroit. On est dans une période où c'est très compliqué. Mais on a des gens qui sont vivants. C'est ça la problématique, c'est qu'il nous faut des gens vivants, des gens qui ont envie de vivre, des gens qui ont envie que la vie ne devienne pas ce que eux ont décidé pour nous, les enculés au pouvoir là. Donc c'est ces gens-là qu'il faut continuer de défendre, qu'il faut continuer de soutenir, qu'il faut continuer d'aider. Et je pense que oui, on a une période charnière. C'est à la fois passionnant parce que nous vivons historiquement quelque chose d'incroyable. Moi, honnêtement, de mon vivant, je ne pensais pas vivre ça. Donc on vit un changement civilisationnel dingue. Si ça va dans le sens de ce qu'ils ont décidé, l'humanité est foutue, c'est terminé, c'est plié. Donc on sera enchaîné à tout un système, comme le décrivait très bien Orwell, mais je pense que même Orwell, finalement, il était soft. Et ça aussi, ça a du mal à ancrer dans l'esprit des gens. Malheureusement, la France, qui est un pays merveilleux et qui est pour moi un grand pays qu'ils ont dégueulassé, qu'ils ont sali, qu'ils sont en train de ruiner, qu'ils sont en train de pourrir, mais ils n'auront pas la force pour détruire la France. Ils ne sont pas assez forts pour détruire la France. Moi, j'en suis convaincu. La France est plus forte que ça. Parce que la France, c'est un phare dans l'humanité. Et je le dis pas parce que je suis français, j'en ai rien à foutre de ça, ça m'intéresse pas. Moi, je suis citoyen du monde, je suis pas citoyen français. Je suis suisse et français, j'adore la Suisse et j'adore la France, donc je suis très fier d'être suisse et français, mais je suis citoyen du monde avant tout, je suis pas français et suisse. Donc, ils n'arriveront pas à la détruire. Moi, j'en suis convaincu. Elle va prendre une claque dans sa gueule, elle est déjà en train de la prendre, ça c'est certain, mais un truc monstrueux, on est en train de vivre un truc monstrueux, mais ils vont pas y arriver. Donc, mon espoir, il est là. Après, effectivement, il faut absolument que l'on arrive à faire accepter à la majorité des gens qui ne veulent pas l'accepter que les gouvernements que nous avons actuellement au pouvoir nous veulent du mal. Ils nous veulent pas du bien. Enfin, je veux dire, t'as 150 exemples aujourd'hui comme quoi ils nous veulent pas du bien. Mais comme on n'a jamais été en dictature en France, personne n'arrive à se dire la France va rentrer en dictature. Personne. Parce que ça peut pas rentrer dans notre logiciel. Mais un citoyen qui a été en dictature, lui, il voit les prémices arriver. Tu vois, c'est pour ça qu'on en revient à sa pleurniche sec. Parce que nous, on pleurniche. On est là, alors il neige, ça pleurniche. Il fait beau, ça pleurniche. Il fait froid, ça pleurniche. On est tout le temps en train de pleurnicher. Mais les problèmes, on n'est plus dans la pleurnicherie. On n'a plus le luxe d'être négatif. Tu vois ? Il faut là passer à autre chose, à un autre stade. Faire pleurnicher, c'est une façon de détourner des vrais problèmes ? Mais totalement. Mais les médias font quoi, globalement ? Pas tous les médias, bien sûr, mais globalement, les médias font quoi ? Ils t'occupent dans la pleurnicherie. Ils t'occupent par l'émotionnel. Oh, un bus s'est écrasé, il y a 15 morts. Putain, une semaine là-dessus. On t'occupe. Pendant ce temps-là, les autres, ils font passer les lois sur la programmation militaire sans que tu sois au courant. Ils font passer on réduit les acédiques aux gens, on enlève le RSA à certains endroits, personne n'en parle, tac, ça passe. Et on t'occupe. Tout est un cinéma, tout est un théâtre, tout est une scène de théâtre. Et chacun doit jouer son rôle. Et comme je l'explique dans un poème, pour moi, c'est mon avis. On a 1% de la population du monde qui dirige le monde. Ces 1% payent 3-4% des gens
pour empêcher les 5%, donc moi je pense que je fais partie des 5%, pour empêcher de réveiller les 90% qui ne veulent pas voir, pas entendre, rien, et qui préfèrent vivre dans leur monde qu'on a créé pour eux. Alors on a créé quoi comme monde? On a créé l'école, on a créé des universités. Si tu travailles bien à l'université, tu auras un job dans une multinationale, une belle boîte qui pourra bien te payer, donc tu pourras t'offrir une belle voiture, des beaux habits, tu pourras vivre, tu pourras payer tes impôts, tu pourras payer l'éducation de tes enfants. Tout ce système a été mis en place. C'est pas pour rien. On a les femmes, avant on avait les femmes au foyer qui participaient à l'éducation des enfants. Puis bon, après il y a eu le féminisme et puis d'un seul coup les femmes se sont mises à travailler et tout. Il y a du bien, je critique pas ça, mais en même temps aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à éduquer leurs enfants parce qu'ils se retrouvent ils ont pas assez de revenus à deux pour faire tourner leur vie, pour nourrir leurs enfants, pour payer le loyer, mais tout ça a été mis en place. Et comme t'as plus le temps, t'as plus le temps pour lire, t'as plus le temps pour voir des films qui te font réfléchir. Donc on te divertit, tu dis je vais quand même aller voir le blockbuster du coin parce que le blockbuster du coin ça va nous détendre la tête 2 heures. Et le blockbuster du coin il a été conçu pour t'occuper l'esprit 2 heures. On te met de la musique partout. Pourquoi on te met de la musique partout? Pour t'empêcher d'être avec toi-même, pour t'empêcher de réfléchir, pour t'empêcher de comprendre qui tu es. Et on t'occupe constamment l'esprit. On te met des charges de tous les côtés pour que tu sois envahi de problèmes, tu vois. Donc en fait, même la faute, elle est même pas la faute du citoyen de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir comprendre, de ne pas vouloir en savoir plus, parce que le pauvre, il est déjà il croule sous les emmerdes, mais que ces emmerdes, elles ont été installées par des enculés, quoi, qui veulent absolument que tu ne sois pas en accord avec toi, que tu ne sois pas en réflexion avec toi-même, parce que le jour où tu es en accord avec toi, le jour où tu es en réflexion avec toi-même, qu'est-ce qui se passe? Tu vois tout ça. Tu ne peux plus le voir autrement. Et tu vois bien qu'on t'a enculé sur toutes les lignes du script. On t'a dit, faut faire telles études, faut faire tel boulot, faut gagner tant pour être un héros social, pour que tu sois reconnu dans la société. Mais tout ça, c'est des conneries absolues. Et si on va plus loin, des films géniaux comme comme Icare, qui peuvent amener vraiment le public à réfléchir sur l'instauration graduelle d'un système totalitaire avec la fonction de chaque maillon du système. Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont vu le film et qui ne font absolument pas le lien avec ce qui peut ou ce qui a pu se passer récemment. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est sans issue. Mais c'est vrai, non, c'est pas sans issue, c'est juste que quand tu as des gens qui sont ouverts d'esprit, avec qui tu peux parler de ces sujets, et avec qui tu peux échanger et lui dire, tu vois, regarde, si tu vois le film comme Icare, est-ce que t'as pas le sentiment que tu viens de vivre la même chose il y a 5 ans? Mais le contexte n'est pas le même, donc pour eux, c'est pas la même chose. Oui, mais c'est aussi à toi, à nous, aux gens qui ont envie d'essayer d'aider les autres, à leur faire part d'essayer de voir la chose d'une autre manière. Je te dis pas que c'est facile, ouh là là, loin de là. Et puis, tu sais, il faut pas perdre son temps. Quand il y a des êtres humains qui ne veulent rien entendre, rien voir, tu perds pas ton temps avec eux. Parce que si tu commences à perdre ton temps avec eux, c'est toi qui as un problème. Tu les zappes, tu passes à autre chose. Il faut que tu consacres ton énergie à des gens qui ont envie d'aller dans ton sens et à des gens qui ont envie d'aller vers le meilleur pour le bien de l'humanité, le bien de tout le monde. Mais quand quelqu'un est buté, qui veut rester dans sa position parce qu'il a des peurs, parce qu'il n'a pas envie de voir, pas envie d'entendre, il faut pas se faire chier. Faut vraiment pas s'en occuper. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit un peu avant dans l'interview, mais il faut réussir, nous, enfin quand je dis nous, c'est les êtres humains en général, à se dire que il faut aller vers les gens tu peux pas aller aider quelqu'un qui a pas envie d'être aidé, hein. Tu le laisses. Hein. Quelqu'un qui a envie de mourir, tu le laisses mourir. Quelqu'un qui est pas d'accord, tu le laisses. Tu passes ton chemin. Toi, va vers ceux qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'être soutenus. Dans le livre, tu poses une question intéressante, simple mais vraiment intéressante. C'est le titre d'un des poèmes. Est-ce que tu lui as dit? Oui. C'est quoi la question? Eh ben, est-ce que tu lui as dit tout ce que tu avais à lui dire? Oui, c'est ça. Ce poème, il parle de quoi? Il parle d'un monsieur ou d'une femme, ou de qui on veut, qui est dans un bus, qui a le pied sur l'accélérateur et qui est en train d'emmener tous les gens qui sont dans le bus dans un ravin. C'est comme Andreas Lubitsch qui a écrasé tout un avion contre une montagne. Oui, si tu veux. Alors, moi, je fais partie des gens qui sont dans le bus.
Et dans le bus, tu as des gens qui voient le danger arriver, puisqu'ils voient bien que le mec, il est taré au volant et le pied sur l'accélérateur et qui va vers l'horizon et vers le ravin. Et puis, tu as plein de gens dans le bus qui dorment. Voilà. Et donc, la grande question, c'est de te dire, est-ce que, et ça rejoint ce qu'on disait juste avant, tu vois, est-ce que je le réveille ou je le réveille pas? Si tu le réveilles pas, tu es responsable de la mort de tout le monde, puisque l'autre, tu nous précipites dans le ravin. Mais si tu le réveilles et qu'il a peur et qu'il voit ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire très souvent? Se rendormir. Donc en fait, c'est là où c'est complexe pour moi. Et je parle de ça parce que moi, je vois très bien le ravin arriver depuis des années. Je vois très bien le taré qu'on a qui a le pied sur l'accélérateur parce que lui, il se croit en mission divine de « je vais tout détruire et c'est ma mission et je suis là pour ça et on m'a installé ici pour ça ». Moi, avec tous mes laquais et mes sbires. Mais c'est vrai que tu vois, finalement, ce poème, il est plus profond que je ne l'imaginais. Oui, c'est ça, c'est... Il faut réveiller tous les passagers pour que Manu Militari, on enlève le chauffeur dangereux et qu'on reprenne le contrôle du volant. Ah mais totalement. D'accord. Ben oui, mais dans l'autre, on aura forcément qui voudront pas se réveiller parce que c'est trop dur de voir la réalité, quoi. Tu sais, on le voit bien, regarde dans la rue, les trois quarts des gens que tu croises, on dirait des morts vivants. Ils sont animés par rien, il n'y a pas d'énergie en eux, il n'y a pas tu vois ce que je veux dire? C'est même pas, c'est toujours pareil, c'est pas être d'accord ou pas d'accord, c'est juste qu'est-ce qui anime les gens, qu'est-ce qui intérieurement, tu vois? Donc si c'est un être humain, c'est une lumière ou c'est une ombre. T'as envie d'être lumière ou t'as envie d'être une ombre? Si t'as envie d'être une lumière, il faut que tu ailles vers la lumière, il faut que tu ailles vers les aides de lumière, il faut que tu essaies de dégager une lumière. Effectivement, on est dans un pays, on est dirigé par des ombres. Et on le voit bien, ils te parlent que de guerre, il faut que tu te serres la ceinture, il faut que tu arrêtes de croire à la prospérité, la paix c'est la guerre. Enfin, je veux dire, écoute la novlangue qu'il y a autour de toi. Mais je sais pas, mais comment se fait-il que des gens n'entendent pas ça, ne voient pas ça? C'est fou. C'est une hypnose collective dans laquelle sont... et quand je dis ça, je me sens pas supérieur aux autres, je me sens pas un être exceptionnel, et pas du tout. Moi, je suis un mec standard, voilà, qui ne croit plus. Mais lucide. Bah, moi, je crois plus à cette pièce de théâtre. Ça fait bien longtemps que je ne crois plus à cette pièce de théâtre. Et heureusement, plein de gens sont de moins en moins en train de croire à cette pièce de théâtre. Mais surtout, arrêtons d'être régis par l'émotion. Le grand piège, et là où la manipulation médiatique est exceptionnelle en pouvoir, c'est qu'elle régit globalement 9 informations sur 10 par l'émotion. Et c'est une grave erreur. Parce que quand on tient par l'émotion, on fait ce qu'on veut de toi. Pour finir, il y a un poème dont le titre est assez volontaire. Il s'intitule « Je refuse et c'est non négociable ». Est-ce qu'on peut dire que tu es un poète souverain? Je sais pas ce qu'on peut dire. Non, j'en sais rien. En tout cas, moi, ce que j'apprends à mes enfants, ce que j'essaie de leur apprendre, c'est le non. Il faut savoir dire non. Et j'insiste là-dessus, je le dis souvent en interview, il faut savoir dire non. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis non. Et il n'y a aucune honte à dire non. Il faut être fort et se dire non, ça c'est pas pour moi, ça je suis pas d'accord. Moi, effectivement, j'ai refusé dans le cinéma parfois des choses qui auraient pu me faire avancer grandement ma carrière et j'ai dit non. Parce que c'était loin de mes valeurs, que c'était loin de moi, que je ne voulais pas devenir une pute sociale. Moi, mon rôle, effectivement, l'impératif dans ma vie est de ne pas devenir une pute sociale. Et je trouve que c'est une chose essentielle avec soi-même. C'est horrible de devenir une pute sociale. En plus, c'est les mêmes putes qui crachent sur les vraies putes, les pauvres. Tu vois, tu vois, qui disent ah les prostituées, machin, quelle horreur. Ouais, mais toi, t'en es pas une là, à vouloir ton sac machin, à vouloir ton truc machin, et que t'es prête à être mariée avec un vieux connard parce que tu sais qu'il a du pognon, et puis parce que tu sais que tu. Non mais on en voit tous les jours des putes sociales autour de nous. Et moi, j'en vois au niveau des artistes, mais c'est malheureusement il y a un vrai lot de putes sociales. Alors c'est leur choix. Je respecte leur choix.
Il n'y a pas de problème, c'est leur choix, c'est leur chemin de vie, c'est leur vie. Ils ont décidé d'axer leur vie comme ça. On parle pas beaucoup de tous les sacrifices pour arriver à devenir cette pute sociale. On ne parle pas beaucoup de tout ce qu'on se passe en off pour devenir une star, une vedette, quelqu'un de respectable qui passe à la télévision, qui passe dans la presse, dans la radio, tout ça. Mais moi, je refuse ça. Donc effectivement, ce poème est important pour moi parce que le fait de dire « je refuse de devenir ce que je ne veux pas devenir » est essentiel dans une vie. Et il est essentiel pour ton âme. Si on a une âme, si on croit à la réincarnation, si on croit au monde invisible, si on croit à toutes ces choses-là, on peut ne pas y croire, il n'y a pas de problème. Et puis après, chacun se défend avec les armes qu'il a. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des situations de vie terribles, il y a des femmes qui sont dans des pays terribles, et puis leur seule solution de s'en sortir, c'est de jouer un rôle de pute sociale. Et voilà, on est tous à des niveaux différents, on vit tous à des degrés différents, mais on vit tous ensemble. Qu'on le veuille ou non, on est tous sur la même planète. Et après, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Une prostituée, finalement, c'est plus respectable. Écoute, une prostituée, moi je suis... quel terrible métier déjà, c'est terrible pour ces femmes, pour ces hommes, je sais même pas si on peut comprendre tant qu'on n'a pas été confronté à ça. Je sais même pas. Ce que tu dénonces, la pute sociale, c'est quelqu'un qui se cache derrière un paravent de respectabilité, finalement. Ah ouais, il y en a plein. Regarde, t'en as autour de toi. T'en as plein autour de toi. Mais après, comment leur en il n'y a pas à leur en vouloir, mais comment, tu vois, on est dans un monde où personne n'a raison, personne n'a tort. C'est-à-dire que chacun est emprisonné dans des peurs, dans des croyances, dans un système. Moi, je vois, je suis parent, j'élève mes enfants, mais c'est extrêmement compliqué d'élever des enfants parce que tu leur apprends des choses, mais est-ce que tu as raison? Tu leur donnes alors on va te dire bien te tenir à table, être poli dans la rue, enfin tout ça, ok, mais le fond. Qu'est-ce que j'en fais du fond? Qu'est-ce que je leur dis à mes enfants par rapport au monde dans lequel on est, dans lequel on va évoluer? Tu vois, de voir tous les pièges. Nous, on habite dans une grande ville, mais il y a des pièges de tous les côtés. Le divertissement, la consommation. Le paraître. Le paraître, toute l'écologie bidon qu'on te sort pour pouvoir te taxer davantage et qu'on continue à te vendre des produits dont tu n'as pas besoin. L'autre jour, je suis allé dans un magasin d'électroménager. Il y avait 20 machines à café. 20 machines à café, tu vois. Bon, on est tarés, on est chez les fous. Et tu avais des machines à 50 balles et tu as des machines à 1500 balles. Et puis on te vend le produit, le filtre machin, le produit. Mais tu n'as pas besoin de toutes ces conneries, tu vois. Et tu te dis, le monde est cinglé. Tu rentres dans une parapharmacie, mais tu as envie de devenir fou. J'en parlais dans mon livre, Un homme lucide, il y a 15 ans. Tu rentres là-dedans, on te vend des produits, mais les 80% des produits dedans ne servent à rien. T'essaies de leur apprendre à trouver finalement le chemin qui leur convient le mieux? Oui, j'essaye surtout qu'ils soient forts. Parce qu'on est dans un monde extrêmement violent, extrêmement complexe. J'essaye de leur apprendre à mes enfants, et je pense qu'il faut essayer de faire ça avec tous les gens qu'on croise, de leur apprendre... peut-être parce que aussi je viens du monde du cinéma, donc le monde du cinéma c'est le mensonge 24 images par seconde, comme disait Jean-Luc Godard. Un film est un mensonge, de A à Z, il est fabriqué et c'est un mensonge. Et pourtant tu le ressens comme presque une vérité ou quelque chose qui existe. Et c'est ça la magie du cinéma. Et le monde dans lequel on vit, c'est exactement la même chose. Nous vivons dans un mensonge permanent. Est-ce qu'il y a des mensonges bienveillants? Il y a des mensonges bienveillants, il y a des mensonges malveillants, c'est clair. Ouais. Mais il faut je crois surtout, il faut croire en soi. Mais croire en soi, c'est croire en soi en tant qu'individu, pas croire en soi socialement, en tant qu'individu. C'est ça la plus belle chose en fait durant une vie. Apprendre à s'écouter, à comprendre qui on est, à s'accepter tel qu'on est, à dépasser ses peurs, à avancer quoi qu'il en coûte. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, moi je trouve. Et c'est ça que j'essaie de partager avec mes enfants. Après, ils en font ce qu'ils voudront. Je te remercie infiniment. Merci Tribune Libre.